Le front oriental de la Seconde Guerre mondiale a été marqué par un ennemi aussi impitoyable que les armées opposées, le climat russe. L'opération Barbarossa, lancée le 22 juin 1941, montrait dès le début les ambitions allemandes de conquérir de vastes étendues du territoire soviétique. Cependant, le climat, aussi imprévisible que brutal, est devenu un adversaire insurmontable pour les troupes de la Wehrmacht. Le froid extrême, les vents glacials et les chutes de neige continues n'étaient que le début de la souffrance. Les températures tombaient en dessous de moins 30 degrés Celsius, congelant les équipements et laissant les troupes allemandes mal équipées pour survivre dans un environnement aussi brutal. De nombreux soldats de la Wehrmacht ont commencé à souffrir d'hypothermie, certains perdant des membres à cause des engelures et d'autres mourant en chemin. Les véhicules s'enlisaient dans la neige profonde, les armes ne fonctionnaient pas et la logistique était complètement débordée. De la victoire à l'effondrement, la Wehrmacht face au froid et à la boue. L'été initial semblait favorable. Avec des températures fraîches avoisinant les 20 degrés Celsius, l'avancée nationale socialiste fut rapide et efficace. En quelques mois, ils prirent des villes stratégiques comme Smolensk et capturèrent de vastes étendues de territoire. Malgré la résistance de la puissance communiste, le moral parmi les soldats allemands était élevé, alimenté par les succès initiaux. Cependant, cet optimisme commença bientôt à s'effriter. La chaleur de l'été et les longues journées de marche épuisèrent les troupes et usèrent les ressources logistiques, tandis que les lignes de ravitaillement s'étendaient dangereusement vers l'intérieur de la Russie, rendant l'approvisionnement difficile. L'été céda la place à l'automne, apportant avec lui la redoutée Rasputitsa, cette période où les pluies incessantes transforment les chemins en bourbiers impraticables. Les véhicules s'enlisaient dans la boue et l'avance allemande ralentit drastiquement. Les troupes, de plus en plus exténuées, voyaient leur élan initial freiné non seulement par les forces soviétiques qui en profitaient pour se réorganiser et lancer des contre-attaques, mais aussi par un terrain qui semblait s'allier à leurs ennemis. Cette période marqua le début de l'usure allemande. Quand l'hiver arriva, il le fit avec une férocité dépassant toutes les attentes. Les températures commencèrent à chuter en novembre et décembre, atteignant les 20 degrés sous zéro et, en janvier, les 30 degrés sous zéro dans plusieurs régions. Cet hiver de 1941 fut l'un des plus sévères enregistrés, et la Wehrmacht était complètement prise au dépourvu. Certains soldats allemands utilisèrent des journaux pour essayer de s'isoler du froid, mais ces mesures se révélèrent inefficaces face aux gelées implacables. Les pertes dues aux gelures et aux maladies comme la pneumonie augmentèrent dramatiquement, affaiblissant encore plus une armée déjà épuisée. Pendant ce temps, les militaires russes montrèrent une préparation beaucoup plus adéquate pour affronter l'hiver. Équipés de manteaux matelassés, de bonnets en fourrure et de bottes fourrées, ils supportèrent le climat plus efficacement et en tirèrent avantage. En décembre de 1941, ils lancèrent une contre-offensive qui força les forces allemandes, démoralisées et physiquement affaiblies, à reculer. Ce mouvement marqua la fin de l'avance vers Moscou, mettant fin à la phase offensive allemande sur le front oriental et montrant les premières fissures dans l'apparente invincibilité de l'armée nazie. Les mêmes saisons ultérieures continuèrent à être un facteur crucial dans le déroulement de la guerre. En 1942, pendant l'opération Bleue, les forces d'occupation tentèrent de se diriger vers le sud à la recherche des champs pétrolifères du Caucase. Bien que cette offensive ait eu lieu en été, l'usure accumulée et la résistance soviétique en limitèrent la portée. Vers l'hiver, la tragédie climatique frappa à nouveau lors de la bataille de Stalingrad, où les températures extrêmes et le manque de ressources condamnèrent la 6e armée allemande. En janvier de l'année suivante, avec des températures défiant la vie humaine, les Allemands se rendirent, marquant un tournant dans le conflit. Mais ce ne sont que quelques-uns des détails liés au climat durant ces événements. Il y a beaucoup de données à examiner qui ont façonné le destin de la guerre. Pour commencer, on pourrait citer la résistance des envahis, souvent inhabituelle. L'attaque surprise lancée par l'Allemagne sur le front oriental déploya plus de 3 millions de soldats sur un vaste territoire s'étendant de la mer Baltique à la mer Noire. Au cours des premières semaines, l'impact fut dévastateur pour l'Union soviétique. Des millions de combattants capturés, de vastes zones occupées et des pertes matérielles incalculables.
Malgré ce coup initial, la résistance russe commença à se consolider, marquant le début d'une lutte prolongée et brutale qui allait durer des années. Le climat joua un rôle crucial dès le début. Tandis que les forces allemandes, mal équipées pour les températures extrêmes, luttaient contre le froid, les soldats soviétiques montrèrent une capacité étonnante à résister et à s'adapter au climat. Leur équipement, qui incluait des vêtements en laine et des manteaux spécialement conçus pour l'hiver, leur permettait de maintenir leur efficacité au combat, même lorsque les températures descendaient en dessous de moins 30 degrés Celsius. Au contraire, les envahisseurs, vêtus d'uniformes inadéquats, affrontaient le climat avec des tentatives désespérées d'improvisation qui étaient insuffisantes face aux gelées constantes. Le froid n'affectait pas seulement physiquement les troupes, mais influençait aussi psychologiquement le champ de bataille. Dans une scène récurrente, les troupes allemandes observaient, déconcertées, comment les militaires russes continuaient à avancer même après avoir reçu des blessures mortelles, comme si la douleur ne pouvait pas traverser les couches de leur résistance glaciale. Ce phénomène, alimenté par la léthargie neurologique causée par le froid extrême, transformait les combattants de l'armée rouge en figures spectrales qui défiaient les attentes et terrifiaient les envahisseurs. Pour l'expliquer en d'autres termes, c'était comme si le froid les dotait d'un sédatif naturel qui leur permettait de continuer à agir sur le champ de bataille. Ils recevaient des impacts de balles sans douleur à ce moment-là. La familiarité des Soviétiques avec leur environnement leur donnait un avantage décisif. Les forêts denses et les montagnes couvertes de neige devenaient des alliés naturels qui favorisaient les embuscades et les attaques surprises. Pendant la bataille de Moscou en décembre de 1941, les troupes du pays envahi profitèrent de l'épuisement et de la mauvaise préparation des Allemands pour lancer des contre-offensives dévastatrices. En parallèle, les partisans russes, cachés dans les zones rurales et boisées, adoptèrent des tactiques de guérilla qui incluaient des embuscades nocturnes et la stratégie de la terre brûlée, détruisant des ressources qui auraient pu soutenir l'ennemi. Le soi-disant général Hiver joua un rôle central dans la résistance russe. Au lieu de simplement supporter le froid, ils l'utilisèrent comme une arme stratégique. Ce climat extrême, combiné à l'ingéniosité tactique communiste, s'avéra décisif lors de l'opération Uranus. Dans cette opération, les Soviétiques encerclèrent les forces allemandes, exécutant des attaques surprises et utilisant la neige et la glace pour couvrir leurs mouvements. La résilience des envahis ne se limitait pas à leur capacité à survivre. C'était une force active qui attaquait même dans les circonstances les plus extrêmes. Les soldats, endurcis par des conflits précédents comme la guerre d'hiver contre la Finlande, n'étaient pas seulement capables de supporter le froid, ils l'utilisaient comme un outil de combat. Au fur et à mesure de leur avancée, ils semblaient imperturbables face aux blessures et au climat, avançant avec une détermination qui défiait les limites humaines. Dans les années qui suivirent, cette combinaison de résistance, d'adaptation et de connaissance du terrain fut cruciale pour stopper l'offensive allemande et finalement inverser le cours du conflit. Acculé et sans défense, comment le froid a empêché la Wehrmacht d'avancer ou de reculer? Le vaste territoire de l'Union soviétique, avec son immensité et son hostilité, est devenu un piège mortel pour les forces allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, entravant à la fois leurs avancées et leurs tentatives de se replier et d'établir de nouvelles positions défensives. L'étendue du front, qui s'étendait de la mer Baltique à la mer Noire, posait un défi logistique monumental. Les lignes de ravitaillement, dangereusement étirées vers l'intérieur du pays, devenaient de plus en plus inefficaces, rendant difficile le transport de troupes et des ressources nécessaires pour soutenir des opérations prolongées. Le climat extrême du front de l'Est était l'un des facteurs les plus dévastateurs. Pendant l'hiver de 1941, des chutes de neige intenses recouvrirent le terrain avec des couches allant jusqu'à 1,5 m de neige, rendant la mobilité difficile et paralysant les véhicules et les officiers. À cette situation s'ajouta la Rasputitsa, déjà mentionnée. Les véhicules restaient bloqués et les troupes, épuisées, pouvaient à peine avancer. Ces conditions non seulement ralentirent les opérations, mais empêchèrent également l'établissement de défenses stables et rendirent difficile le repli ordonné des forces allemandes. La géographie du territoire russe ajouta une couche supplémentaire de difficultés. Des forêts denses, de vastes marécages et de larges rivières, comme le Dniepr et la Volga, divisaient le paysage,
le transformant en un champ de bataille inhospitalier. Ces obstacles naturels ralentissaient les mouvements allemands et, en même temps, favorisaient les défenseurs soviétiques qui profitèrent du terrain pour organiser des contre-attaques et des embuscades. Les difficultés logistiques ne se limitaient pas au terrain et au climat. L'infrastructure sur le front oriental était gravement insuffisante. Les routes et les chemins de fer étaient rares et mal entretenus, incapables de supporter le poids d'une opération militaire de telle ampleur. Les forces allemandes étaient obligées de dépendre de routes improvisées, ce qui aggravait encore leur incapacité à déplacer rapidement les troupes et les approvisionnements. Ces carences devenaient plus évidentes à mesure que le conflit progressait, laissant les forces d'invasion de plus en plus vulnérables. L'été n'offrait aucun répit. Les hautes températures soulevaient des nuages de poussière qui réduisaient la visibilité, compliquant la coordination entre les unités. Le manque d'eau et d'ombre épuisait physiquement les soldats, affaiblissant leur capacité de combat. Dans cette situation, reculer était presque aussi difficile que de maintenir des positions défensives. Acculés entre un terrain inhospitalier et un ennemi de plus en plus organisé, les troupes allemandes faisaient face à une usure continue. Le tournant vint avec l'opération Bagration à l'été de 1944. Les Soviétiques, profitant des vulnérabilités allemandes, lancèrent une offensive dévastatrice qui détruisit une grande partie des forces de l'Axe sur le front de l'Est. La combinaison d'un terrain difficile, de conditions climatiques extrêmes, de lignes de ravitaillement étendues et d'une pression implacable de la part des forces russes scella le destin des occupants. Incapables d'avancer ou de reculer, ils restèrent acculés dans un scénario de déclin inexorable. Malgré leurs tentatives de s'adapter et de résister, l'effort allemand s'effondra face à l'immensité du territoire, à l'hostilité climatique et à l'insuffisance logistique, transformant ce front en le théâtre de leur défaite. Manque de nourriture et de médicaments. L'échec logistique allemand sur le front oriental. Les lignes de ravitaillement allemandes sur le front oriental pendant la Seconde Guerre mondiale ont affronté une série de défis qui ont énormément compliqué l'avancée et le maintien de l'effort militaire du Troisième Reich. Dès le début de l'opération Barbarossa, des problèmes logistiques ont commencé à apparaître, révélant une sous-estimation de la résistance soviétique ainsi que des obstacles naturels et climatiques de la région. À mesure que les troupes allemandes pénétraient sur le territoire ennemi, les distances entre les fronts et les bases de ravitaillement s'agrandissaient de manière alarmante. Par exemple, Moscou se trouvait à près de 1600 km de Berlin, rendant chaque envoi de ressources complexe et vulnérable. Le réseau ferroviaire russe, conçu avec une voie de largeur différente de celle de l'Europe, représentait un défi immédiat. Bien que les Allemands aient tenté d'adapter les infrastructures capturées, les travaux de conversion nécessitaient du temps et des ressources qui manquaient. Les Soviétiques, pour leur part, ont systématiquement détruit des ponts, des voies et d'autres installations essentielles lors de leur retraite, ralentissant encore plus les opérations logistiques des envahisseurs. Malgré ces efforts, le transport terrestre faisait face à de grandes limitations en raison du manque de routes adéquates et d'un terrain qui combinait vastes plaines, zones montagneuses, forêts denses et larges rivières. Le climat extrême fut, sans aucun doute, l'un des facteurs les plus déterminants dans l'effondrement logistique allemand. Les hivers russes, avec des températures qui descendaient fréquemment en dessous de -30°C, transformaient le transport de ravitaillement en une tâche titanesque. Les moteurs des camions gelaient, le carburant perdait son efficacité et les systèmes mécaniques subissaient des pannes constantes. Dans de nombreux cas, les véhicules devenaient inutilisables, laissant les troupes sans accès aux ressources nécessaires pour leur survie et leur opérabilité. Les aliments, eux aussi, arrivaient souvent congelés, ce qui nécessitait un effort supplémentaire pour les préparer dans des conditions précaires. Les rations étaient insuffisantes en quantité et en qualité, ce qui affaiblissait physiquement les soldats et affectait leur morale. Les cuisines de campagne devenaient un outil crucial, bien qu'elles dépendent de la disponibilité d'ingrédients locaux ou fournis par les lignes de ravitaillement. Cependant, le pillage et la collecte dans les zones conquises devenaient également des pratiques courantes, surtout lorsque les lignes de ravitaillement étaient incapables de répondre aux besoins de base. Le transport ferroviaire, malgré ses limitations, restait l'une des principales voies pour déplacer de grands volumes de ravitaillement. Néanmoins,
Les routes ferroviaires étaient vulnérables aux sabotages et aux attaques soviétiques et faisaient face à des retards significatifs dus aux adaptations techniques nécessaires. Les convois de camions, essentiels pour atteindre des zones plus reculées, souffraient également des conséquences du terrain et du climat. Pendant les hivers, les routes étaient couvertes de glace, tandis que les pluies printanières et le dégel transformaient les chemins en bourbiers impraticables. Pour contourner ces difficultés, les Allemands ont eu recours à l'utilisation de traîneaux tirés par des chevaux locaux connus sous le nom de pangées. Bien que robustes, ces animaux ne pouvaient pas répondre aux demandes logistiques d'une armée en expansion. Le transport de médicaments dans un froid extrême était un défi, car beaucoup nécessitaient des conditions de stockage spécifiques pour maintenir leur efficacité. Le gel compromettait ces produits, tandis que le manque d'un système logistique efficace laissait de nombreux soldats sans accès aux soins médicaux nécessaires. Cela augmentait l'incidence des maladies et la mortalité due à des blessures traitables, augmentant les pertes non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans les zones arrières. La résistance russe a tiré parti de ces faiblesses logistiques. Les tactiques de terre brûlée, combinées à la mobilisation de l'industrie vers des régions de l'Est moins accessibles, ont assuré que les envahisseurs ne pourraient pas profiter des ressources locales. En même temps, les alliés occidentaux ont fourni du matériel militaire et des approvisionnements à l'Union soviétique, renforçant ses capacités et augmentant la pression sur les lignes de ravitaillement allemandes déjà tendues. En fait, on estime que les États-Unis ont apporté près de 2 millions de tonnes de nourriture pendant ce processus. Bien que les nationaux socialistes aient essayé d'établir des dépôts stratégiques et d'améliorer leurs méthodes de transport, ces mesures se sont révélées insuffisantes face à l'ampleur des défis. Les solutions improvisées, comme l'utilisation de routes secondaires ou le transport en petits convois, ne pouvaient pas compenser les échecs structurels et stratégiques d'un système logistique qui, dès sa conception, n'était pas préparé aux exigences d'une campagne dans un territoire aussi vaste et hostile. Ferraille. Grâce à la glace, les chars de combat allemands inutiles. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les chars de combat allemands ont joué un rôle crucial sur le front de l'Est, avec des modèles qui ont marqué des jalons technologiques et stratégiques. Le Panzer IV, initialement conçu avec un canon de 75 mm, s'est imposé comme un char moyen polyvalent, capable de s'adapter tant au soutien de l'infanterie qu'au combat direct contre d'autres blindés. Son blindage frontal atteignait les 80 mm dans les versions avancées, montrant son évolution face aux exigences du conflit. En 1943, le Panzer V Panther a été introduit en réponse directe au T-34 soviétique. Ce modèle, avec un blindage frontal allant jusqu'à 100 mm et un design incliné augmentant la protection, se distinguait par son canon de 75 mm et sa vitesse maximale de 55 km/h. Malgré son statut de l'un des meilleurs chars du conflit, ses problèmes mécaniques initiaux limitaient ses performances sur le champ de bataille. D'autre part, le Panzer VI Tiger symbolisait la puissance des chars lourds allemands. Armé d'un canon de 88 mm, il pouvait détruire ses ennemis à longue distance, son blindage frontal atteignant jusqu'à 120 mm, et son poids de 57 tonnes le rendait imposant mais moins maniable, un inconvénient significatif sur des terrains difficiles. Avec ces chars en toile de fond, les hivers rigoureux à partir de 1941 ont frappé non seulement les troupes, mais aussi les véhicules, dont les mécanismes internes se glaçaient en raison de l'épaississement des lubrifiants. Les équipages occupants ont dû improviser des solutions, comme allumer de petits feux sous les chars pour éviter des dommages sévères aux moteurs pendant la nuit. La neige profonde, qui pouvait dépasser 1,5 m dans certaines régions, ajoutait un obstacle significatif. Les chars allemands, avec des chenilles plus étroites, s'enlisaient fréquemment sur des terrains difficiles, un inconvénient évident par rapport aux chars russes, qui avaient des chenilles larges et mieux adaptées. La mobilité réduite des véhicules allemands compliquait les manœuvres offensives et exposait les unités à des embuscades soviétiques bien planifiées. Pendant ce temps, à l'intérieur des chars de combat allemands, les équipages souffraient d'un froid constant car ces véhicules ne disposaient pas de système de chauffage efficace, bien que le blindage et la puissance de feu de véhicules comme le Panzer IV, le Panther et le Tiger.
Un soit formidable en théorie, leurs performances pratiques étaient compromises sur des terrains enneigés et glacés. Les chenilles du Panther et du Tiger I, en particulier, se sont révélées inadéquates pour le terrain boueux laissé par la fonte des neiges au printemps et la boue gelée de l'hiver. Ces problèmes de mobilité ne ralentissaient pas seulement les opérations, mais augmentaient également la vulnérabilité des unités d'invasion face aux contre-attaques des défenseurs. L'inefficacité de leurs véhicules contrastait nettement avec la simplicité et l'efficacité du design du T-34, qui facilitait des réparations rapides même dans des conditions adverses. En plus d'être mieux équipés, les troupes russes employaient des stratégies conçues pour maximiser les difficultés rencontrées par les chars allemands dans de telles conditions hivernales. Des champs de mines, des embuscades et l'utilisation du terrain comme avantage tactique étaient des facteurs clés limitant encore plus l'efficacité allemande. Les Soviétiques ont exploité leur connaissance du terrain et leurs véhicules adaptés au climat pour consolider leur résistance et leur capacité offensive. Pendant ce temps, les longues journées dans des conditions climatiques extrêmes, combinées à l'impossibilité de maintenir la mobilité et l'efficacité des chars, ont conduit à un épuisement physique et psychologique. Comme si ce tableau n'était pas suffisant lors de la bataille de Koursk en juillet de 1943, ces chars ont fait face à une supériorité numérique écrasante du pays envahi. L'Allemagne a déployé près de 3000 blindés, confiant dans sa technologie avancée. Cependant, les tactiques soviétiques, comme la défense en profondeur, l'utilisation massive de mines et les embuscades avec des chars enterrés, ont efficacement contrecarré les capacités des occupants. La combinaison d'une intelligence précise et de contre-attaques coordonnées a assuré une résistance farouche, marquant un tournant dans le conflit en faveur du pays allié. Équipement de surveillance de nuit, froid, poussière et grande distance sur le front oriental. Dans les dernières années de la Seconde Guerre mondiale, les forces allemandes sur le front de l'Est ont dû s'adapter à un environnement de guerre marqué par des désavantages tactiques et technologiques croissants. Dans ce contexte, le Zielgeret 1229, également connu sous le nom de Vampire, a été mis en œuvre. Un système de vision nocturne utilisant la technologie infrarouge active, marquant une avancée notable dans l'innovation militaire de l'époque. Le développement du Vampire visait à fournir aux soldats allemands la capacité d'opérer efficacement dans des situations de faible visibilité, où l'utilisation de méthodes conventionnelles était limitée. Son utilisation était fondamentale dans le contexte de ces latitudes, car les particularités géographiques et climatiques de cette région étaient exacerbées la nuit et nécessitaient des efforts supplémentaires. Ce vaste territoire, marqué par une variété de terrains et de conditions climatiques extrêmes, a non seulement modelé la logistique militaire, mais a également laissé une empreinte durable sur les tactiques nocturnes. Ce dispositif était intégré au fusil d'assaut STG-44 et comprenait un projecteur infrarouge et un convertisseur d'image, permettant aux opérateurs de visualiser des cibles dans l'obscurité totale sans être détectés. Bien que sa portée soit relativement limitée, à moins de 100 mètres, il offrait un avantage tactique crucial dans certaines situations nocturnes. L'ensemble complet, comprenant une batterie portable nécessaire à son fonctionnement, atteignait un poids total d'environ 14 kg, une charge que les équipages devaient transporter pendant les opérations. Introduit à la fin de 1944, l'utilisation du Vampire a été restreinte à un nombre limité d'unités, avec une production estimée à 310 dispositifs. Malgré sa distribution limitée, le système a été attribué à des unités militaires spécialisées connues sous le nom de Nachtjäger ou chasseurs de nuit. Ces combattants étaient sélectionnés et entraînés spécifiquement pour mener des embuscades et des attaques surprises pendant la nuit, profitant de la couverture de l'obscurité pour surmonter les désavantages stratégiques auxquels faisaient face les forces allemandes. Les forêts denses qui couvraient de vastes zones du terrain offraient une couverture naturelle favorisant la furtivité et la dissimulation. Ces caractéristiques permettaient aux Nachtjäger de se déplacer sans être détectés. Cependant, cette même densité végétale compliquait la navigation et augmentait les risques de désorientation ou d'embuscades ennemies. Les plaines et les collines qui s'intercalaient avec ces forêts jouaient également un rôle double. Bien qu'elles puissent offrir une vue stratégique de l'environnement, elles cachaient également des pièges et des mines.
ce qui exigeait une planification minutieuse avant toute opération. Les Nachtjäger travaillaient en équipe pour assurer une surveillance continue, utilisant le vampire pour détecter les mouvements ennemis tout en restant cachés dans l'obscurité. Le climat, dans ce contexte, ajoutait une couche supplémentaire de complexité aux missions nocturnes. L'efficacité du vampire était réduite en raison des batteries affaiblies par le froid. Ce viseur augmentait considérablement la charge que les soldats devaient transporter, rendant les déplacements encore plus difficiles. Les longues nuits de l'hiver offraient un avantage temporaire, car elles prolongeaient la période pour mener des missions nocturnes. Cependant, cette même obscurité prolongée limitait la visibilité naturelle, obligeant les officiers à dépendre presque exclusivement de leurs dispositifs technologiques. Le manque de lumière lunaire exacerbait ces difficultés, rendant la reconnaissance du terrain et l'identification des cibles des tâches considérablement plus ardues. Les soldats devaient effectuer des missions de reconnaissance détaillées, cartographiant le terrain et localisant d'éventuels obstacles ou points d'embuscade. L'impact psychologique de ces conditions extrêmes n'était pas moindre. La combinaison de froid, d'obscurité et de longue distance générait un niveau de stress significatif parmi les troupes. La fatigue physique, résultat du poids supplémentaire de l'équipement et du climat implacable, était amplifiée par la tension mentale qu'impliquait l'opération dans un environnement hostile et de visibilité limitée. Les soldats étaient obligés de rester en alerte constante, une tâche qui consommait à la fois de l'énergie physique et émotionnelle. Pour atténuer ces défis, la maintenance rigoureuse de l'équipement technologique était fondamentale. Les batteries devaient être protégées du froid et les viseurs nocturnes nécessitaient des révisions fréquentes pour assurer leur fonctionnalité. De plus, les Nachtjäger recevaient une formation spécialisée qui incluait des tactiques de furtivité et de combat par temps froid extrême. Cette formation leur permettait d'opérer efficacement, même dans les nuits les plus sombres et sur des terrains gelés. La surface réfléchissante de la neige pouvait éblouir les officiers, compliquant encore la navigation et l'efficacité de l'équipement de vision nocturne. En réponse à ces difficultés, les troupes développaient des méthodes traditionnelles pour compléter la technologie, telles que l'utilisation de signaux acoustiques et de tactiques de proximité pour détecter les mouvements ennemis. Dans ce contexte, la technologie avancée, bien qu'essentielle, ne garantissait pas toujours le succès escompté. Le manque de lumière lunaire représentait un autre obstacle significatif. Les nuits extrêmement sombres compliquèrent les embuscades et les mouvements stratégiques, car les soldats devaient se fier à des méthodes alternatives pour s'orienter. Dans ces circonstances, les opérations étaient soigneusement planifiées pour coïncider avec des nuits plus claires, lorsque les étoiles ou les sources de lumière naturelle fournissaient une meilleure visibilité. Pertes militaires et civiles massives. Le front oriental comme boucherie allemande et soviétique. Le front oriental de la Seconde Guerre mondiale représentait l'une des tragédies humaines les plus significatives de l'histoire contemporaine, avec des pertes humaines massives tant au niveau militaire que civil. Sur le plan militaire, on estime qu'environ 6,5 millions d'effectifs allemands et d'autres membres de l'Axe ont perdu la vie dans cette région. Ces chiffres représentent plus de 60% de toutes les pertes allemandes enregistrées pendant le conflit. À la fin de décembre 1944, les rapports médicaux allemands comptaient 1 419 728 soldats morts pour diverses causes. Du côté soviétique, les pertes militaires furent également dévastatrices. Plus de 8 millions d'officiers de l'armée rouge moururent en combat ou pendant leur captivité comme prisonniers de guerre. Parallèlement, cette armée captura environ 5 700 000 soldats allemands, dont beaucoup ne survécurent pas au traitement reçu comme prisonniers. Cependant, les pertes civiles dépassèrent largement celles militaires. Dans la puissance communiste, on estime que 26 millions de personnes périrent en raison du conflit. De ce total, 20 millions étaient des civils, victimes de l'occupation nationale-socialiste, de famine et de génocide systématique. En Pologne, près de 6 millions de citoyens perdirent la vie, plus de la moitié étant d'origine juive. De même, en Biélorussie et en Ukraine, il fut rapporté que plus de 20% de la population civile fut tuée. L'impact du froid et de la géographie sur le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale fut un facteur déterminant dans les pertes humaines, tant civiles que militaires. Ce froid extrême trouva les troupes allemandes complètement dépourvues d'équipements adéquats pour y faire face. Le manque de vêtements chauds
et de fournitures hivernales de base condamna beaucoup de soldats à souffrir de graves engelures aux extrémités comme les mains et les pieds. Dans de nombreux cas, ces blessures se terminèrent par des amputations et, souvent, par la mort. Les rapports indiquent qu'environ 14 000 officiers nécessitèrent des amputations à la suite directe de ces conditions. De plus, l'exposition prolongée au froid affaiblit les troupes, les rendant vulnérables aux maladies respiratoires telles que la pneumonie, qui se propageait rapidement dans un environnement où l'accès aux médicaments était limité. La géographie du front oriental ne fit qu'amplifier le défi imposé par le climat. Les vastes steppes et les rivières gelées devinrent des pièges mortels pour les troupes allemandes, tandis que les forces soviétiques exploitèrent le terrain pour lancer des contre-offensives stratégiques, en particulier lors d'épisodes comme la bataille de Stalingrad. Dans cette campagne, la rivière Volga, gelée par les basses températures, servit de route de transport et de manœuvre pour les forces russes, leur permettant de se ravitailler et de se renforcer relativement facilement. La neige profonde, les tempêtes et la menace constante de gel ne faisaient pas que compliquer les opérations militaires, elles plongeaient également les troupes dans un état de désespoir. Les conditions psychologiques adverses poussèrent beaucoup à succomber au stress ou même au suicide. Pour certains, la seule option semblait être la retraite désespérée vers l'Allemagne. Mais ces tentatives d'évasion se terminèrent souvent en tragédie. Les soldats qui tentèrent de revenir affrontaient des étendues interminables de terrain enneigé où les températures extrêmes et le manque d'abri prenaient rapidement des vies. L'hypothermie devint une cause fréquente de décès, tandis que d'autres succombaient à la faim due au manque de provisions lors de leur périple infructueux. Ceux qui parvenaient à échapper aux forces soviétiques et au froid trouvaient souvent un destin tout aussi cruel, l'épuisement extrême ou la capture. La mortalité sur le front oriental atteignit des chiffres alarmants. Pendant les premiers mois de l'hiver de 1941, environ 23% des troupes allemandes succombèrent aux rigueurs du climat ou aux maladies associées. On estime qu'au total, plus de 250 000 militaires allemands ont souffert de gelures, tandis que des milliers sont morts directement à cause du froid. Après le conflit, des détails encore plus déchirants sont apparus. Dans plusieurs régions, des fosses communes contenant les corps gelés des officiers envahisseurs ont été découvertes. Les enquêtes ultérieures ont également révélé comment ces conditions extrêmes avaient affecté les civils des zones occupées, qui ont souffert de massacres, de déplacements forcés et d'abandons dans des circonstances tout aussi inhumaines. Alors que les Soviétiques parvenaient à mieux s'adapter à l'environnement, les Allemands ont payé un prix extrêmement élevé pour leur manque de préparation. L'impact du front de l'Est n'a pas de parallèle en termes historiques. En revanche, des fronts comme celui de l'Ouest ou du Pacifique, bien que dévastateurs eux aussi, ont enregistré des pertes nettement moindres en comparaison.